Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire Eranos qui sera donné aujourd'hui par Guillaume Évin. Donc, avant de se lancer, rapidement, si vous êtes en ligne, assurez-vous de fermer vos micros jusqu'à la période de questions. Et puis, pour la période de questions, bien, lorsqu'on sera rendu, premièrement, juste garder vos questions pour la fin et puis juste lever la main. Et puis, on va passer les questions dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Donc, le présentateur aujourd'hui est Guillaume Évin, qui a obtenu un doctorat du Centre Haute-Terre Environnement de l'INRS en 2008. Guillaume est chargé de recherche à l'Institut des géosciences et de l'environnement à Grenoble. En France, statisticien des formations, il développe des activités de recherche autour de la variabilité hydroclimatique, l'analyse fréquentielle des extrêmes hydrologiques, caractérisation des incertitudes dans les ensembles de projections climatiques et des risques naturels, crues, chutes de neige, etc. Et on est très heureux de l'avoir parmi nous pendant 2 ans. Donc, bienvenue au RANES, Guillaume, et puis, c'est de toi. Ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Évin. Je vais commencer par remercier chaleureusement Louis-Philippe, puis Pierre, Martin, puis David pour leur accueil, et puis tous les gens que j'ai pu rencontrer. C'est vraiment apprécié là. Donc, je suis très content, très heureux de pouvoir passer les 2 prochaines années ici à Oranos. Je pense qu'on va faire de belles choses. Et donc, oui, comme l'a dit Louis-Philippe, moi je suis chercheur dans un institut de recherche publique qui s'appelle INRAE en France et je travaille dans un labo je travaillais dans un labo jusqu'à l'année dernière qui s'appelait l'IGE, du coup, l'Institut des Géosciences de l'Environnement à Grenoble, un institut multidisciplinaire. Et donc, nous, dans le cadre de ce laboratoire, moi, j'ai pas mal travaillé sur euh, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la partition des incertitudes dans les ensembles de projections climatiques. Donc, on va utiliser des simulations de climat régional euh, pour forcer un modèle hydrologique. Avant de faire ça, bon, on a souvent besoin d'ajuster les biais issus des simulations des modèles climatiques. Et à la fin, on va pouvoir avoir comme ça des projections hydrologiques. Et donc, le fait que cette simulation soit issue d'un empilement de traitements fait en sorte qu'on a plusieurs sources d'incertitude dans les ensembles de projections climatiques ou hydrologiques. Donc, la première source d'incertitude, c'est l'incertitude qui est liée aux émissions futures. Donc forcément, les émissions futures sont inconnues, elles dépendent de nos choix socio-économiques. Donc pendant les exercices EMIP, il y a un certain choix de certains scénarios d'émissions qui sont prescrits. Et donc le fait qu'on s'appuie sur des choix de scénarios d'émissions font que les projections climatiques, ce ne sont pas des prévisions, on ne cherche pas à prévoir le futur, sauf si vraiment on s'inscrit dans un exercice un peu particulier qui est un peu nouveau, où on essaie d'associer une vraisemblance à un scénario d'émission, mais ça c'est vraiment quelque chose d'un peu émergent. Donc il y a cette première source d'incertitude. Après, la source d'incertitude qui est importante, c'est la source qui est l'incertitude liée à la modélisation de ce qu'on cherche à représenter et qui résulte des incertitudes scientifiques et techniques. Donc, le fait qu'on ait une connaissance forcément limitée de notre système et qu'on va essayer d'avoir des représentations simplifiées des systèmes. Donc, par exemple, quand on cherche à représenter le système Terre avec des modèles globaux, on va avoir des modèles climatiques globaux qui vont forcément faire des choix de représentation qui sont imparfaits. Donc c'est vrai aussi pour les modèles hydrologiques. Donc on a certaines représentations du système hydrologique avec des modèles hydrologiques qui peuvent être plus ou moins aboutis ou compliqués ou complexifiés. Mais le fait d'avoir toutes ces hypothèses va faire en sorte qu'on va avoir des incertitudes. Donc, puisqu'on a des incertitudes, on a souvent plusieurs façons de les représenter à travers différents modèles. Donc, différents modèles, ils vont simuler différents futurs. Donc, c'est ce que j'essaie de représenter ici avec cette diapositive. Donc, imaginons qu'on a 6 modèles climatiques globaux, ils vont représenter 6 futurs différents.
Et donc là, j'ai juste par exemple avec des simulations régionales qu'on a obtenues en France pour des précipitations annuelles moyennes. Et donc ce que vous voyez sur cette matrice, c'est en ligne différents modèles climatiques globaux et en colonne différents modèles climatiques régionaux. Et vous voyez ici que, évidemment, selon les différentes combinaisons GCM, RCM, on va avoir différentes projections futures. Donc là, c'est en fin de siècle par rapport au climat actuel. On va avoir différentes évolutions futures projetées. Et là, les contrastes qu'on voit, sur la France en tout cas, c'est des contrastes qui sont assez marqués, par exemple, entre le nord et le sud de la France. Donc, avoir des combinaisons de modèles qui vont simuler plus des diminutions dans le sud de la France et pas grand-chose dans le nord de la France. Et à contrario, on va avoir d'autres combinaisons de modèles qui vont projeter des augmentations dans le nord de la France et pas dans le sud. Donc, on voit que là, on a des futurs qui sont très contrastés en fonction des choix de modèles qu'on nous fait. Enfin, la dernière source d'incertitude principale, c'est une incertitude un peu particulière. C'est l'incertitude qui est liée à la variabilité interne du climat. Donc ça, c'est le fait que voilà, le climat futur, comme la météo, est incertaine dans le futur. Donc elle est imprévisible. On ajoute du bruit au changement forcé par le signal de changement climatique. Donc, c'est ce que je représente ici avec des températures hivernales. Donc, on voit qu'on a voilà, des fluctuations d'une année à l'autre. Mais nous, ce qui nous intéresse un peu de caractériser, c'est les évolutions profondes qui doivent être. Donc, on doit essayer de distinguer ces fluctuations des tendances à long terme issues du changement climatique. Donc, ça, c'est un peu le point de départ, l'idée de départ pour la décomposition des incertitudes dans la méthode que je vais présenter par la suite. Donc, on a l'habitude de parler de cascade d'incertitudes dans les ensembles de projections climatiques parce que on a cet enchaînement, cette multiplicité des choix pour les différentes étapes de la chaîne de simulation, donc différents scénarios qui vont forcer différents modèles climatiques globaux, qui vont forcer différents modèles climatiques régionaux. Éventuellement, on peut avoir plusieurs méthodes de correction de biais ou de descente d'échelle qui vont forcer plusieurs modèles hydrologiques, et à la fin, on va avoir un ensemble éventuellement très large qui vont prendre en compte toutes ces sources d'incertitude. Et finalement, tout au long de cette cascade d'incertitudes, les incertitudes elles vont aussi s'amplifier. Et donc, pour caractériser les incertitudes dans ces ensembles de projections, il y a eu plusieurs papiers qui ont été publiés à partir des années 2010. Donc là, ce que je présente, c'est des figures issues de papiers de Hawkins et Sutton en 2010. Donc, ils ont publié plusieurs papiers en 2010, 2011, 2009, où justement, ils ont essayé de mettre en place une méthode de partition des incertitudes. Donc, leur point de départ, donc, c'était pour des projections ici CMIT 3 de température globale moyennée à l'échelle de la planète. Et donc, ce qu'on représentait ici, là, c'est plusieurs projections de température globale moyenne pour plusieurs scénarios d'émission. Donc, c'était les scénarios A2, A1B et puis B1, donc qui sont illustrés par les différentes couleurs. Et il y avait plusieurs membres et plusieurs modèles pour ces différentes projections. C'est pour ça qu'on voit différentes spaghettis associés à différents scénarios. Donc, ce qui les intéressait dans ce papier, c'était d'essayer de montrer la variabilité qui était issue des scénarios et des différents modèles climatiques globaux. Et donc, c'est ce qu'on peut voir sur la droite. Si on prend un spaghetti en particulier, une simulation en particulière, voilà, on va voir cette évolution avec ces fluctuations qui varient beaucoup d'une année à l'autre. Donc, qui passent pour la période de référence, donc là, c'est des anomalies qui passent de la période pardon, qui vont jusqu'à plus 3 degrés par rapport à la période donc, qui était de 1960 à 2000 environ pour la période de référence. Et donc, ce qu'ils ont proposé comme méthode de décomposition des incertitudes, c'est de considérer que chaque simulation climatique
elle pouvait déjà être décomposée en une réponse climatique, donc qui est illustrée par la courbe en orange à droite, et la variabilité interannuelle. Donc cette réponse climatique, ce qu'il proposait, c'était de la forcer avec une tendance issue d'un modèle mathématique, donc par exemple une tendance qui pouvait être linéaire, ou ça pouvait être aussi un polynôme de degré 2 ou 3. Et c'est eux les premiers en fait qui ont proposé de faire ça. Donc déjà, dans un premier temps, décomposer réponse climatique et variabilité interannuelle, afin, après, par la suite, de pouvoir faire une décomposition des incertitudes juste sur les réponses climatiques, pour pouvoir décomposer les incertitudes scénarios et modèles. Donc la première étape de décomposition des incertitudes qu'ils ont proposées, c'est de faire en sorte qu'on décompose l'incertitude totale de l'ensemble de projections en ces deux composantes. L'incertitude qui est liée à la variabilité des réponses climatiques, donc ce que je représente avec les traits pleins, et l'incertitude qui est liée à la variabilité interne. Donc c'est une hypothèse de départ mathématique qui fait en sorte qu'on puisse décomposer les deux sources d'incertitude pour ensuite faire en sorte qu'on puisse focaliser la décomposition des incertitudes sur les réponses climatiques. Et donc là, ça fait appel à des modèles d'analyse de variance où on essaie d'estimer les effets principaux de chacun des modèles et de chacun des scénarios. Donc, quand je dis effet principal, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart des réponses climatiques, par exemple, pour un GCMG, l'écart des réponses climatiques du GCMG par rapport à la réponse climatique moyenne multimodèle. Donc, c'est ce que je présente ici. Donc, à droite, si on prend la réponse climatique moyenne multimodèle avec le trait orange, on va pouvoir estimer les effets par rapport à ces écarts, avec ces écarts. Donc, si on prend toutes les simulations du GCMG, qu'on calcule la moyenne de ces simulations, par exemple sur les courbes en rouge, et qu'on calcule l'écart par rapport à la réponse climatique moyenne, on va pouvoir comme ça estimer l'effet. Donc on peut l'estimer de manière très simple en faisant des différences de moyenne ou par des modèles un peu plus avancés. Et finalement, c'est grâce à ces estimations d'effets qu'on peut faire cette décomposition des incertitudes en calculant après la variance intermodèle des effets. Donc ce qui est représenté ici en bas. Donc, quand on a fait ce travail d'estimation des effets, de décomposition des réponses climatiques, de la variabilité interne, on peut obtenir ce genre de figure, comme à droite, où on décompose la variance totale et on peut calculer la contribution en pourcentage des différentes composantes des incertitudes. Donc, typiquement, ce qui est illustré à droite, on a la variabilité interannuelle, l'incertitude modèle en bleu et l'incertitude scénario en vert. Et on voit que pour les températures globales annuelles, au début de la période, donc l'axe des X, c'est l'horizon. Au début de la période, on a une prépondérance d'incertitude modèle et puis de variabilité interannuelle qui s'efface finalement face à l'incertitude scénario en fin de siècle, puisque voilà, les différents scénarios conduisent à des projections sur la température globale moyenne qui sont de plus en plus contrastées et qui divergent de plus en plus. Donc c'est une figure un peu iconique qu'on a vue, qu'on voit maintenant dans pas mal d'articles, qui permet un peu d'avoir une représentation simplifiée des incertitudes prépondérantes dans l'ensemble de projections. Donc en fait, ces méthodes d'estimation de partition des incertitudes, elles permettent de faire plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc déjà, ça permet d'explorer la variabilité de larges ensembles. Quand on commence à avoir des ensembles qui ont 10, 20, 30, plusieurs dizaines de simulations, ben, ça peut être intéressant d'avoir une méthode qui permet de simplifier la représentation de la variabilité de cet ensemble. Donc là, avec l'approche dont je vous ai parlé, donc qui n'est pas forcément l'approche qui est utilisée dans toutes les études, donc c'est ce que j'appelle l'approche time series, où on force des réponses climatiques, ça permet de mieux estimer la moyenne de l'ensemble, y compris pour des ensembles non balancés, donc je vais en parler par la suite, et puis ça permet aussi, voilà, de prendre en compte le fait qu'il y a une variabilité interannuelle qui est importante. Elle permet d'identifier les sources d'incertitude principales,
et elle permet d'isoler effectivement les effets individuels des modèles, et donc, en représentant les différents effets, des fois, on peut identifier, par exemple, des modèles avec un comportement donc, atypique ou déviant, selon la nature de la déviance. Donc après, ça demande d'essayer de comprendre pourquoi il y a un modèle qui dévie beaucoup des autres. Donc ça, c'est une autre question. Et là, je voulais un peu insister par rapport à l'avantage d'avoir une méthode time series où on force la réponse climatique. Ben, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met un peu en avant parce que ça permet d'avoir une meilleure cohérence temporelle et spatiale par rapport à des réponses climatiques qui sont obtenues. Donc, par exemple, quelque chose qui est beaucoup fait, c'est de prendre des moyennes multimembres quand ils existent. Donc, on s'aperçoit qu'il faut quand même beaucoup de membres pour gommer finalement toute cette variabilité interannuelle. Et donc, on peut obtenir ce genre de figure, comme on voit à gauche ici, où finalement on voit beaucoup de fluctuations d'une décennie à l'autre. Ou alors, comme dans les figures où on voit à droite, où on prend, quand on prend des membres individuels et qu'on fait en fait cette décomposition des incertitudes, on voit qu'on a assez peu de cohérence spatiale. On voit ces effets de patch de réponse climatique. On a des évolutions qui sont très contrastées, vraiment de manière très locale. Donc, et ce qui semble assez peu vraisemblable. Donc, ce qui est représenté à droite, c'est ce qu'on obtient quand on prend la moyenne des réponses avec 16 membres. Donc, on voit que ça gomme un peu cette variabilité, mais ça ne la gomme pas totalement. Donc, ce qu'on a proposé donc en continuité par rapport à cette méthode proposée d'abord par Hawkins et Sutton, c'est une méthode qu'on a nommée Calypso pour quasi-ergodic analysis of climate projections using data augmentation. La motivation pour ce développement, en fait, c'était déjà d'essayer de traiter des ensembles incomplets. Donc, c'est ce qui est représenté dans le tableau en haut à gauche. On partait d'une matrice RCM-GCM qui était trouée. Donc, c'est-à-dire que typiquement, quand on a des ensembles de projections climatiques de modèles régionaux, on n'a pas toutes les combinaisons GCM-RCM parce que voilà, c'est très coûteux de faire ces simulations régionales. Et donc, si on prend la moyenne, des différences directes de moyenne, on va avoir des effets qui sont biaisés parce que on a cette matrice qui est débalancée. Donc, c'était de proposer une méthode. Donc, on a proposé une méthode avec une méthode bayésienne pour traiter ces combinaisons manquantes. Donc, ça, c'était un peu la motivation de départ. Et on s'est aussi appuyé sur les développements précédents. Donc, le fait qu'on obtienne des réponses climatiques avec un modèle mathématique prescrit. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on proposait, et ce qu'on a toujours proposé jusqu'à présent, c'est d'utiliser des spins cubiques. Donc les spins cubiques, c'est un modèle qui permet d'avoir une certaine souplesse par rapport à l'évolution, ou par exemple par rapport à des tendances linéaires. Et on s'est aussi appuyé sur la méthode QA-ANOVA, donc qui avait été développée par mon collègue Benoît Ingray en 2014, où on a un traitement particulier de la variabilité interne, où on fait certaines hypothèses sur cette estimation. Donc ça aussi, c'est pareil, je vais revenir un peu sur ça par la suite. Et donc, j'illustre sur la droite un peu les différentes étapes de décomposition des incertitudes. Donc, quand on parle d'un ensemble de projections climatiques, donc ce qui est représenté en haut à droite ici, c'est des simulations de température issues d'un modèle régional pour la zone méditerranéenne en Europe. La variabilité interannuelle n'est pas très très forte parce que dans ce papier, on a pris des moyennes 30 ans. Donc, c'est ce qui est représenté en haut à gauche. Là, c'est des moyennes 30 ans. Donc, on voit que les fluctuations ne sont pas très importantes ici. La première étape de la méthode de décomposition, c'est de prendre des réponses climatiques donc avec ces spins cubiques. Donc, c'est ce qui est représenté en haut à droite. Donc, vous voyez là qu'on a des évolutions qui sont très lisses. Ensuite, ce qu'on considère, c'est des anomalies par rapport à la période de référence. Et c'est ce qui est représenté en haut à gauche. Donc ça a pour effet aussi de retirer le biais de premier rang pour la période de référence. Et finalement, on va appliquer une méthode d'analyse de variance sur ces réponses en changement climatique. Et c'est ce qui est illustré en bas à droite, où là, j'illustre les effets principaux des différents scénarios d'émission.
Donc cette méthode Calypso, on l'a appliquée à pas mal d'ensembles de projection. Un des premiers ensembles, c'est le large ensemble Eurocordex et MIP5, où on a appliqué ces décompositions pour les températures saisonnières et les précipitations saisonnières. On a aussi appliqué ça pour différents impacts, par exemple pour la projection d'énergie photovoltaïque en Afrique. Donc c'est ce qui est représenté en bas à gauche. Et puis on l'a utilisé aussi pour des variables hydrologiques, donc par exemple pour des débits, des bas débits et des hauts débits. Donc c'est ce qui est représenté en haut à droite. Et ça a été aussi appliqué dans un ensemble de projections hydrologiques au Royaume-Uni. C'est ce qui est présenté en bas à droite. Donc je vais pas rentrer en plus en détail sur cette application. Je vais revenir sur une application plus en détail dans le contexte du projet Explore 2 par la suite. Mais juste, je voulais faire du coup un premier point un peu de discussion sur l'utilisation et les hypothèses. Donc, il y a plusieurs hypothèses assez fortes qu'on fait quand on applique cette méthode, hein, qui sont des choix assumés parce que ça permet d'avoir un peu plus de robustesse par rapport à ce qu'on peut mettre en place sur des grands ensembles et puis sur beaucoup de points gris éventuellement. Donc déjà, c'est le fait qu'on a juste une réponse climatique avec une spin cubique. Donc ça ajoute forcément une part de subjectivité parce que bon, il y a un degré de flexibilité qu'on doit estimer avec la spin cubique. Euh, deuxième point, c'est le fait que la variabilité interannuelle dans la méthode Calypso, on suppose qu'elle est constante au cours du temps, ce qui n'est pas forcément vrai parce que ben, on voit bien dans des ensembles de projections assez grands que ben, elle évolue, elle peut éventuellement euh, diminuer ou grandir. Le troisième point, c'est que le modèle d'analyse de variance qu'on a mis en point avec cette méthode, c'est vraiment une méthode très simple parce qu'on considère des effets additifs. C'est-à-dire qu'on considère que n'importe quelle réponse climatique, c'est la somme des effets individuels des modèles, plus un bruit qui est un écart résiduel qui est supposé être un bruit gaussien et ID. Donc ça, c'est éventuellement quelque chose aussi qu'on pourrait complexifier. Donc c'est parce que, par exemple, ce qu'ont fait Northrop et Chandler, ils ont considéré, au lieu que ça soit des effets additifs, ils ont considéré que c'était des effets aléatoires. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être considéré. Bon, ça ajoute quand même de la complexité dans l'estimation des effets. Euh, et enfin, il y a quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais le fait qu'on ait une variabilité résiduelle dans ce modèle ANOVA. Donc on n'a pas une pure décomposition des incertitudes parce qu'il y a toujours un bruit qui s'ajoute à cette somme des effets. Donc cette variabilité résiduelle, elle inclut éventuellement des interactions entre les différentes composantes de la chaîne de modulation. Donc, par exemple, des interactions GCM-RCM, des interactions scénario-GCM, qui ne sont pas forcément faciles à quantifier quand on n'a pas, on a par exemple qu'un membre par combinaison. Donc, on a quand même essayé de le faire dans un des papiers que j'ai cités. Et puis enfin, la dernière contrainte, sur l'ensemble, c'est que le fait que voilà, pour qu'on puisse appliquer le modèle d'analyse de variance, on a besoin de pouvoir identifier des effets. C'est-à-dire que si on veut identifier plus d'effets que quand on a de simulation, ou par exemple si on n'a qu'une seule représentation d'un GCM et d'un RCM dans la même combinaison, bah, effectivement, on ne pourra pas dissocier l'effet de ce GCM de ce RCM. Donc, il y a forcément des contraintes aussi qu'on doit respecter sur l'application de cette méthode. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une illustration un peu plus en détail de la méthode Calypso pour un ensemble de projections hydrologiques. Donc, c'est un ensemble qui a été obtenu dans le cadre du projet Explore 2, donc qui était un projet national qui s'est récemment achevé, qui voulait caractériser l'évolution des ressources en eau en France. Et donc, dans le cadre de ce projet, il y a eu un large ensemble de projections hydrologiques qui a été simulé. Donc, on a considéré trois scénarios d'émissions. Donc, à partir c'était des simulations régionales CMIP5, donc trois scénarios d'émissions RCP, 6 GCM, 9 RCM, deux méthodes de correction de biais. Donc, il y avait 4 à 9 modèles hydrologiques selon les points de simulation.
Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment basé que sur 4 modèles hydrologiques pour lesquels on avait le plus de points de simulation à travers toute la France. Et donc, on a fait cette méthode de caractérisation des incertitudes, et c'est un papier qui a été soumis récemment et qui est en accès sur le lien que je vous présente en bas, là, qui a été soumis dans l'HESS et qui est maintenant en discussion. Donc, je vais présenter déjà les points de simulation qu'on a couverts à travers la France. Voilà, la France, elle est soumise à différents effets climatiques assez contrastés selon les régions de la France. Pour faire court, on a d'abord un effet climatique assez prononcé qui nous vient de l'océan Atlantique, donc qui vient avec des flux d'ouest. On a des flux assez prononcés aussi qui viennent de la mer Méditerranée, donc plus des flux de sud. Et on a aussi des climats qui sont fortement conditionnés par la présence de massifs montagneux en France, donc les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges. Donc tous ces effets combinés vont faire que déjà, puis bon, il y a aussi le fait qu'en France, on est dans une zone de transition en Europe, entre le nord de l'Europe, on a une évolution sur les précipitations annuelles, on est plutôt à la hausse, et puis des évolutions sur les précipitations annuelles où on est plutôt à la baisse dans le sud de l'Europe. Donc on est aussi dans cette zone de transition qui coupe un peu la France en deux, où on a une transition nord-sud. Donc on a tous ces effets qui se combinent un peu et qui font qu'on a des évolutions futures assez contrastées sur l'hydrologie. Ce que je présente en haut à gauche, c'est les différents régimes hydrologiques en climat présent, qui sont, voilà, qui sont conditionnés par ce que je viens de dire, où on a des régimes, plusieurs régimes pluviaux et régimes niveaux, qui sont plus ou moins contrastés selon les saisons. Et donc, on va avoir une influence de la neige dans les massifs montagneux, et puis on va avoir une influence, on va avoir un effet très contrasté selon les saisons dans différentes régions, donc typiquement sur l'ouest de la France ou plutôt dans l'est. Donc, tous ces effets vont conditionner un peu les résultats que je vais vous présenter par la suite. Et puis, alors, quelque chose que j'ai oublié de dire, donc, ce que j'ai représenté ici en bas à droite, c'est les points de simulation. Donc, il y avait à peu près 1500 points de simulation pour lesquels on avait les 4 modèles hydrologiques de disponibles. Et c'est sur cet ensemble, la base de cet ensemble que je vais vous présenter les résultats. Donc déjà, je vais vous présenter des résultats à la fois en climat et en hydrologie. Donc ce que je vous présente ici, ce sont des résultats sur les températures saisonnières. Donc température, donc en partant de la gauche pour aller vers la droite, température en été, hiver, et précipitations en été puis en hiver. Ce que je vous présente dans un premier temps ici, c'est la comparaison de l'incertitude entre les réponses climatiques par rapport à l'incertitude qui est liée à la variabilité interannuelle. Donc, elles sont exprimées en écart type des réponses en changement climatique. Donc, c'est des degrés pour les températures et des pourcentages, parce que je considère des changements relatifs pour les précipitations. Et le premier message en fait, qui est illustré dans cette diapositive, c'est que l'incertitude, la variabilité interannuelle, elle est souvent du même ordre de grandeur, voire plus importante que l'incertitude entre les réponses en changement climatique. Donc typiquement, on voit que pour les températures en hiver, elle est à peu près d'ordre de grandeur similaire, donc entre 1 et 1,5 degrés. Alors que pour les températures en été, voilà, les réponses en changement climatique sont plus contrastées par rapport à la variabilité interannuelle. Ce n'est pas forcément le cas pour les précipitations saisonnières. On voit que pour les précipitations saisonnières, on a la variabilité interannuelle qui est entre 30 et 40%, et donc voilà, qui est souvent supérieure à la variabilité des réponses en changement climatique qui est un peu moindre, donc entre 10 et 30%.
Donc, cette variabilité interannuelle qui est importante, on la retrouve aussi sur l'hydrologie. Donc là, je vous présente d'abord, enfin, je vous présente 3 indicateurs hydrologiques qui représentent les bas débits, les moyens débits et les hauts débits. Donc, le QMNA, c'est le débit mensuel minimal annuel. Le QA, le débit moyen annuel. Et le QJXA, c'est le débit journalier maximum annuel. Donc, on voit ici, de la même manière que pour les précipitations, la variabilité interannuelle est très forte. Hein, donc, la variabilité d'une année à l'autre de ces indicateurs, elle est très élevée. Donc, supérieure à 40% le plus souvent. Et on va avoir aussi des variabilités à la réponse en changement climatique qui sont très fortes. Donc, typiquement entre 20 et 40%, qui sont un peu moins fortes juste pour le début annuel moyen. Et là, je vais vous présenter un peu plus en détail la décomposition des incertitudes. Donc, ce que je vous présente, donc pareil pour les températures et les précipitations en été et en hiver. Donc, voilà. À gauche, ce qu'on voit, ce que je vous présente, c'est les quantiles de l'ensemble de projections. Donc, en haut, on a les températures en été et en hiver. En bas, les précipitations en été et en hiver. Et de gauche à droite, les quantiles 5%, 50% et 95% des réponses en changement climatique, donc les réponses changement climatique forcé. Donc ce qu'on voit tout d'abord, c'est qu'il y a une grande variabilité dans l'ensemble. Donc on peut passer donc pour le scénario d'émission, donc là c'est les résultats pour le scénario d'émission fort RCP 8.5. Donc on voit par exemple pour les températures en été qu'on a certaines réponses climatiques qui vont projeter des augmentations qui sont de l'ordre de entre 2 et 3 degrés sur la France. Et à contrario, on va en avoir qui vont simuler des évolutions qui sont jusqu'à 7 degrés. Donc on a vraiment un gros contraste entre voilà, les réponses climatiques qui simulent des évolutions, des réchauffements un peu moins forts que d'autres. Et c'est pas forcément le cas en hiver. On voit que les changements ils sont beaucoup moins contrastés. On va vers des évolutions qui sont beaucoup plus faibles en hiver en France. Pour les précipitations, on a vraiment un contraste aussi entre les signaux en été et en hiver. Donc en été, on a plutôt une tendance à la baisse, surtout sur le sud de la France, et en hiver, plutôt une évolution qui va plutôt à la hausse, surtout dans le nord de la France. Mais là aussi, on peut voir voilà, qu'on a beaucoup de contraste entre les projections basses et hautes selon les comtés qu'on considère dans les ensembles. Donc ça, c'est pour la caractérisation un peu brute de la variabilité des réponses en changement climatique. Et après qu'on applique la méthode Calypso et puis qu'on essaie de voir quelles sont les sources d'incertitude principales, mais on obtient un peu cette figure à droite. Donc là, ce que je représente, c'est les contributions, donc en pourcentage des différentes sources d'incertitude. Donc typiquement, c'est un résultat évidemment qu'on voit un peu dans tout ce genre d'études, c'est le fait que sur les températures, c'est le scénario d'émission qui est la source d'incertitude prépondérante. Donc le RCP compte pour voilà, la plus grande partie, souvent plus de 80-90% de la variabilité de tout l'ensemble. On peut aussi voir que quand on regarde les températures en été, on a aussi un effet des modèles climatiques globaux dans le nord-ouest de la France, et puis un effet des modèles climatiques régionaux dans toute la partie est de la France. Donc cet effet des modèles climatiques, il est moins marqué, par exemple, pour les températures en hiver. Et donc pour les précipitations, quand on regarde les précipitations, on a des sources d'incertitude qui sont beaucoup plus variables. Avec par exemple les scénarios d'émission qui sont plus importants pour les précipitations en été. Donc ça, on l'avait vu, donc les scénarios, la variabilité des projections pour les précipitations en été elle est beaucoup plus contrastée en été qu'en hiver entre les différents scénarios d'émission. Les modèles climatiques globaux, ils ont beaucoup plus d'importance en hiver qu'en été. Et à contrario, les modèles climatiques régionaux, on voit qu'ils ajoutent beaucoup plus de variabilité en été. Et donc ça, on peut quand même l'expliquer avec les différentes influences
les influences climatiques à différentes échelles qu'ont les modèles climatiques. Et la dernière source d'incertitude qui est importante, c'est la variabilité résiduelle. Et donc, comme je disais, en fait, c'est la part d'incertitude qu'on n'a pas réussi à expliquer avec ce modèle additif simple. Et le plus souvent, ben voilà, c'est souvent des interactions qu'on n'a pas caractérisées ici, qui expliquent cette variabilité résiduelle. Ouais, il y a un souci avec l'infini. Donc, les projections hydrologiques, donc on a un peu le même constat que sur les précipitations, hein, parce que forcément, les signaux qu'on a sur les précipitations impactent les signaux qu'on a sur les projections hydrologiques. Donc, ce que je vous présente à gauche, c'est voilà, les réponses en changement climatique pour les bas débits, les débits moyens et les débits hauts. Donc, ce qu'on ne voit pas forcément bien là, avec les couleurs, c'est le fait que sur le QMNA, donc les débits bas, on a un signal qui est quand même plutôt à la baisse dans le sud de la France. Sur les débits annuels moyens, on n'a pas un signal qui est très prononcé. On a une légère baisse qui est caractérisée dans le sud de la France, mais qui n'est pas très prononcée, et qui se fond un peu dans la variabilité de l'ensemble. Et sur les débits annuels maximum, on a une tendance qui est légèrement à la hausse. Donc, sur la contribution des différentes sources d'incertitude, on voit aussi que les différentes sources d'incertitude sont très contrastées. Donc, par rapport aux réponses climatiques sur les indicateurs de température et de précipitation, ici, on a la source issue des modèles hydrologiques qui est illustrée tout en bas, donc qui est notée HN, qui indique un peu la variabilité additionnelle qui est issue des modèles hydrologiques. Et donc, on peut voir, donc là, si je commande juste la variété pour les modèles hydrologiques, donc on peut voir qu'elle a plus d'importance dans le nord-est de la France et dans le nord des Alpes pour les débits minimums mensuels, pour le pourtour du bassin parisien pour les débits annuels moyens et pour les débits maximum annuels dans l'est de la France. Donc là aussi, on a essayé un peu d'expliquer dans le papier en soumission, selon voilà, les caractéristiques des différents modèles hydrologiques, selon la façon dont ils représentent un peu les différents processus et ce qui peut un peu expliquer voilà, ces différentes évolutions selon les modèles hydrologiques pour ces différents indicateurs. Et donc, dernièrement, ce que ça permet de caractériser aussi, comme je disais en introduction, c'est les effets individuels des modèles. Donc, ce que je présente ici, c'est les effets individuels des modèles de climat pour les températures et les précipitations. Donc, à gauche, les températures et à droite, les précipitations. Donc, c'est pour les températures en été et les précipitations en hiver, si je ne me trompe pas. Et donc là, ce que j'illustre en particulier, c'est le fait que c'est intéressant d'avoir ces cartes parce que, donc, par exemple, quand on regarde les modèles climatiques globaux en haut à gauche, on peut vraiment distinguer les modèles qui ont un signal plutôt réchauffant et les GCM qui ont plutôt un signal refroidissant, ça les met vraiment en lumière. Donc, typiquement, le modèle AGEN 2 ES, il a un signal plutôt réchauffant, à contrario du modèle MPI SEM-LR, qui a plus un signal refroidissant. Et de la même manière, sur les modèles climatiques régionaux, on peut distinguer les modèles qui ont un signal plus froid comparativement aux autres, donc c'est toujours relativement aux autres, que d'autres modèles. Donc, par exemple, le modèle ADREM 3, qui est plutôt un modèle qui est chaud par rapport aux autres. Et de la même manière, quand on regarde les précipitations, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des modèles qui sont plus humides que d'autres. Donc, typiquement, pour les modèles climatiques globaux, donc très clairement, on a le modèle IPSS CM5A MR qui est beaucoup plus humide que les autres. Et on peut aussi voir voilà, des signaux qui sont assez contrastés selon les régions. Donc, typiquement, si on regarde les montagnes, dans les modèles climatiques régionaux, on regarde le modèle RACMO 22E ou le modèle RCA4, ils sont beaucoup plus secs dans les Alpes que le modèle IRAM 5 et WARF 380P. Donc ça permet un peu d'illustrer ces effets et c'est toujours intéressant d'avoir ces
ces analyses. Et donc, voilà, cette caractérisation des effets individuels, on peut aussi le faire pour les modèles hydrologiques. Donc, les modèles hydrologiques qu'on avait dans l'ensemble Explore 2, donc il y en avait 9 au total. Les 4 que j'ai analysés dans cette étude, c'était les modèles C-Trip, GRSD, Orchidée, SMASH. Donc voilà, donc on a des modèles qui sont plutôt à base physique pour C-Trip et Orchidée, contrairement aux modèles GRSD, SMASH qui sont plutôt des modèles conceptuels à réservoir. Et on voit que là aussi, ils ont des effets assez contrastés selon les différents modèles. Donc les modèles GRSD et SMASH, ils sont assez proches conceptuellement, on voit qu'ils conduisent à des effets qui sont assez similaires. Et là, ce qu'on peut voir en particulier, c'est que le modèle Orchidée, il a une tendance à produire des projections qui sont plus à la hausse par rapport aux autres modèles. Là, c'est pareil, on a fait différentes hypothèses pour essayer d'expliquer pourquoi il y avait cet effet particulier d'orchidée. Donc, ça tient vraiment à la nature du modèle et ce qu'il représente dans les processus. Et donc, la conclusion que je voulais faire déjà sur cette partie, c'était, ben voilà, nous, on essaie un peu de communiquer sur les incertitudes avec ce type d'analyse, parce qu'on considère que c'est une source d'information qui est essentielle pour permettre de se projeter. Donc déjà, pour communiquer, expliquer les incertitudes, donc avec les différentes sources d'incertitude. Ça permet aussi de caractériser un peu mieux le degré d'accord entre les modèles. Et ben voilà, selon les indicateurs qu'on considère, considérer ben, voir que l'évolution de certaines variables est beaucoup plus incertaine que pour d'autres. Et que pour d'autres, même si on a une forte incertitude, on peut aussi avoir ben, un signe des changements qui est très clair. Et donc, on peut un peu distinguer le fait que ben, voilà, l'intensité est incertaine, mais le signe est connu. Et puis voilà, ultimement, après qu'on a des gros ensembles, ce qu'on peut considérer éventuellement pour essayer de mieux, enfin de communiquer de manière un peu plus simple ces différents futurs contrastés, c'est de considérer des narratifs. Donc, pour essayer de fuir un peu l'approche où on considère juste un scénario médian, c'est de dire, ben voilà, on peut caractériser avec un nombre limité de projections la variabilité de notre ensemble. Donc là, c'est ce qu'on avait proposé aussi dans le narratif Explore 2, où on avait considéré 4 projections climatiques contrastées. Euh, je pense que je suis arrivé au temps imparti, non? C'est ça, hein. Ouais, mais en théorie, tu peux faire 5 minutes de plus. Puis Je peux peut-être faire 5 minutes très rapidement, là, parce que j'avais une dernière partie. Mais donc, voilà, juste pour dire, donc on a publié un rapport qui est assez complet sur cette étude dans le cadre du projet Export 2, donc qui est disponible sur le site d'Explore 2 qui héberge tous les rapports et puis les résultats du projet. On a aussi fait un effort pour illustrer tous ces résultats pour tous les points de simulation hydrologique. Donc, c'est représenté à droite, là. On sent des fiches, une fiche A4 par bassin versant. Et il y a aussi un MOOC qui a été associé au projet où il y a une petite capsule vidéo. Donc, qui n'est pas accessible. Il faut s'inscrire pour avoir accès au MOOC, mais où on explique un peu cette démarche. Bon, la dernière chose dont je voulais vous parler, mais je vais peut-être aller très rapidement, c'est le fait que euh, cette méthode elle peut s'appliquer aussi facilement euh, pour faire des analyses en niveau de réchauffement. Et donc, ça s'imite beaucoup à l'approche pattern scaling, où finalement, on fait une régression linéaire par rapport à un delta de température globale. Donc, on regarde nos évolutions régionales par rapport à un delta de température globale. Donc, à la place de faire une régression linéaire, ce qu'on peut faire, bah, c'est prendre, comme j'ai fait, une spin cubique. Et finalement, la méthode Calypso, elle s'applique bah, très facilement. C'est-à-dire qu'à la place de prendre le temps comme variable explicative en abscisse, on prend un niveau de réchauffement, qui peut être un niveau de réchauffement bah, global ou régional. Et donc ça, on l'a fait
dans une étude qu'on a publiée en 2024 dans Climate Dynamics, où on a fait des analyses d'un ensemble multimembre CMIP6 sur les précipitations et les températures en été et en hiver. Donc voilà, je vais aller très rapidement sur cette étude. Et je vais finir sur, sur un peu la publicité qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, c'est un package. Le Calypso, c'est une méthode qu'on a implémentée en R. Donc, il y a un package R qui est disponible sur CRAN. À mon avis, à mon arrivée à Urano, j'ai essayé d'implémenter. Donc, c'est un premier test que j'ai fait. J'ai essayé d'implémenter la méthode dans une librairie Python qui est disponible sur GitHub. Donc, s'il y en a qui veulent l'utiliser et la tester, ce sera intéressant. Et je vais m'arrêter ici. Donc, je vous remercie beaucoup. Une bonne nouvelle que tu as fait sans Python. Donc, c'est prêt à tester n'importe qui. Oui, oui, c'est pas cool. Génial. Est-ce qu'on a des questions? Merci Guillaume, c'était super intéressant. Il y avait deux petites questions. Je remarque que tu sépares vraiment la variabilité de comme toutes les autres sources d'incertitude quand tu le présentes, comme dans ton pourcentage, la variabilité est même pas là. Je me demandais c'était quoi la réflexion d'évacuer ça, parce que là, c'était comme presque 100% modèle, puis on voyait pas du tout que, en fait, la variabilité, c'est comme 50% presque. Je me demande comment vous avez décidé de comme splitter ça. Ah oui, non, mais après, c'était un choix qu'on avait fait dans le papier enfin, d'essayer de présenter ça de cette manière. Après, des fois, c'est des choix graphiques parce que la variabilité interannuelle elle peut être très importante par rapport à la variabilité des réponses climatiques. Et donc, finalement, si j'avais pris la même figure, ça écrasait totalement les sources et tu vois plus rien. Donc, après, c'est un peu des choix de présentation. Mais dans l'article qu'on a soumis dans HESS, c'est un point qu'on a vraiment appuyé, en fait, le fait que la variabilité interannuelle était importante, qu'il ne fallait pas la négliger, parce que en fait, dans beaucoup d'études, elle n'est pas prise en compte, ou alors elle est prise en compte, elle est, par exemple mélangée par rapport à l'incertitude des modèles climatiques globaux, quoi. Donc, tu as raison, c'est vraiment important à vraiment bien illustrer. Mais on a essayé de l'illustrer avec ces figures. Avec ces figures-là, en fait, où on avait une comparaison un peu directe des deux sources principales. Puis ma deuxième petite question, c'est peut-être que je l'ai raté, là, mais au début, dans tes figures, tu avais l'ajustement de biais. J'ai l'impression qu'à la fin, elle était comme plus dans les graphiques. C'est-tu parce qu'elle avait comme aucun impact? Oui, oui, non, c'est une bonne question, merci. Non, mais alors, il y avait deux méthodes de correction de biais dans l'ensemble d'Export 2. Il y avait la méthode Adamon et la méthode CDFT. Euh, Alors, la méthode Adamon, elle a produit des projections climatiques corrigées à un pas de temps horaire, ce qui a permis de faire toutes les projections hydrologiques, parce qu'il y avait certains modèles qui demandaient des projections à l'échelle horaire, ce qu'a pas fait CDFT. Donc déjà, CDFT n'avait pas toutes les projections hydrologiques. Enfin, il y avait toutes les projections hydrologiques qui n'étaient pas disponibles avec CDFT. Donc ça, c'était déjà un problème, en fait, qu'on n'avait pas le même ensemble avec les deux méthodes de correction. Ensuite, on avait fait, dans le rapport dont j'ai parlé à la fin, on a vraiment fait l'effort de faire la décomposition des incertitudes en incluant la méthode de correction. Et effectivement, elle n'avait pas une influence, elle avait une petite influence, mais qui était vraiment pas énorme par rapport aux d'autres sources. Donc, en fait, dans ce papier, on a fait le choix, effectivement, de l'évacuer, puis que de prendre les projections avec la méthode Adamon pour conserver le même ensemble, en fait, que ce soit plus simple aussi à présenter. Parce que, voilà, on ne voulait pas commencer à avoir deux différents ensembles, parce que ça pouvait soulever des questions. Donc là aussi, des fois, c'est un peu des choix de présentation qu'on fait dans les papiers pour essayer de simplifier les messages. Merci. Ouais, moi, j'ai une couple de questions. Je pense que j'en ai une à deux. Dans quand vous sélectionnez vos modèles, là, plusieurs modèles partagent certaines composantes, puis on provient de la même famille, donc ils ont des réponses des fois assez semblables. Est-ce que vous avez tenté de choisir des modèles qui sont le plus indépendants ou qui proviennent de familles différentes, là, dans les GCM, par exemple, Oui, alors ça, c'est un travail qui avait été fait préalablement au projet Explore 2 parce que c'était l'ensemble Météo France, DRIAS, qui était le support un peu de ce choix. Euh,
il y avait pas mal de critères qui avaient été faits pour l'ensemble de projections climatiques. Enfin, il y avait aussi le critère sur les scénarios d'émissions qui étaient disponibles. Enfin, c'était un des critères qui avait plusieurs scénarios d'émissions disponibles. Enfin, le fait qu'ils aient des futurs contrastés aussi, oui, c'était un des critères. Donc, ça Effectivement. a été fait préalablement. Ça avait été fait préalablement dans le choix de l'ensemble des RIAS. Donc ça, c'était préalable à Explore 2 et c'était un travail Météo France. Ok. Voilà. Une autre question, c'est quand tu as montré tantôt les effets individuels des modèles, là, des GCM, des ACM, là, j'ai peut-être mal compris, mais je ne voyais pas trop le. En fait, ce qu'on voit là-dessus, c'est les biais structurels des modèles. Est-ce qu'il y a d'autres choses à lire de cette slide-là, de ces résultats-là? Euh, donc, Ouais. c'est ça, hein. C'est les effets, ouais, c'est vraiment les effets individuels des modèles, c'est comment ils se comparent les uns aux autres. Parce que la somme des effets par construction, c'est un truc, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais elle est nulle. Donc la somme de ces différents effets, elle est nulle. C'est vraiment la comparaison des effets des modèles les uns par rapport aux autres. Par rapport à leur ensemble multimodèle. Voilà. Plus que par rapport à une référence, par exemple. Ouais. Donc, c'est l'anomalie par rapport à la moyenne d'ensemble. Ouais. OK. Peut-être juste une petite dernière curiosité. Tu as présenté un ensemble de 16 membres tantôt. Tu disais que pour gommer, ça prend 16. Y a-t-il un nombre? Oui, c'était une étude, mais c'est ouais, c'est un C'est papier. quoi le nombre magique pour toi pour gommer cette variabilité-là? Tu 10 membres? Plus? On 10 membres, on peut être raisonnable? Je me prononcerai pas parce que j'ai pas d'expertise particulière, je pas regardé ça. Non, après, enfin, ce que je peux juste dire, c'est que ouais, j'avais fait pas mal de tests dans ce papier-là où là, c'était un ensemble multimembre et puis on avait entre 5 et 10 membres. Je trouvais qu'avec 5, enfin, entre 5 et 10 membres, ça commençait déjà à être intéressant. Je trouvais que ça donnait pas mal. Mais en fait, quand je dis ça, ça gommait. En fait, je trouvais qu'on avait une estimation très robuste des réponses au changement climatique, mais là encore, j'utilise une discipline cubique, je ne fais pas de la moyenne multimembre. Parce que quand on prend la moyenne multimembre, il y a toujours un petit bruit qui reste, quoi. Merci. Très intéressant. On va prendre Alain, Hélène, puis après ça, on va en ligne. Ma question est en lien avec le fait de travailler en Europe avec les matrices GCM, RCM, puis beaucoup de modèles hydrologiques, et soudainement d'arriver en Amérique du Nord. Je me demandais si les matrices, là, c'est peut-être pas toi qui peux répondre à la question, mais que d'autres gens regardent. Savoir si la matrice de GCM et RCM était suffisante ou est-ce qu'il y avait des défis scientifiques particuliers liés à ça? Je vais laisser les personnes répondre. C'est sûr qu'actuellement, les simulations disponibles de MRC pilotées par CNIPSIS sont insuffisantes. C'est juste des nombres. OK? On a quand même un ensemble d'autour de 1500 simulations. On est quand même pas pire. Mais tranquillement, il y a des choses qui se font à l'intérieur de Cordex. Il y a des choses qui arrivent tranquillement. Il y a notamment le CCCMA qui est en train de faire des simulations. Donc, c'est en train de se bâtir. Mais c'est sûr qu'actuellement, l'ensemble MRC, CNIPSIS, c'est nous. Puis on C'est un se départ. Et puis, on ne se rendra jamais au type de couverture GCM, RCM qu'on a vu là dans cette présentation. Ah, ben jamais. Écoute, c'est un grand mot, là, jamais. Mais c'est sûr que, tu sais, la communauté de modélisation régionale en Europe, elle est extraordinaire. Tu regardes partout ailleurs, à peu près sur la planète, et c'est limité. Tu sais, mais il se passe des choses. Il faudrait convaincre nos collègues européens de venir faire les simulations. On travaille là-dessus. Adios. Hélène? Oui, moi, c'est à propos justement de l'idée de gommer la variabilité. Donc, il y a la variabilité annuelle, mais dans la variabilité naturelle du climat, il y a la composante interannuelle, mais parfois, selon certaines variables dépendant des régions, il y a aussi une composante décennale qui n'est pas négligeable. Puis, je ne connais pas suffisamment le climat de la France, mais est-ce qu'il y a des régions en France qui sont justement affectées par des composantes décennales plus importantes qui expliqueraient ces oscillations-là dans les décompositions de variance et qu'on voudrait peut-être pas gommer tant que ça parce que c'est important de savoir aussi. Oui, oui.
Il y a un... Peut-être que j'en ai sais pas. Ah non, celle-ci. Il y a un papier Je voyais vraiment mieux. Je me souviens plus quelle diapo, je ne l'ai pas noté. Alors, enfin, il y a plusieurs questions. Alors, le fait qu'en fait, on n'a pas envie d'ignorer, c'est vraiment essayer de séparer le traitement des taux de problème. On pourrait le faire, avoir un traitement spécifique de la variabilité décennale. En fait, il faudrait prendre l'écart à la réponse climatique et puis aller voilà, fouiller un peu plus ce qui peut expliquer ces écarts. Il y a des études qui font ça. Et d'ailleurs, mon collègue Benoît Ingray, avec qui j'ai pas mal travaillé sur ces questions, lui, il avait travaillé un moment avec avec un chercheur qui s'appelle Mathieu Laface sur ces différentes types de variabilité internes. Donc ça, il avait déployé des méthodes de descente d'échelle statistique assez poussées. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est important, hein, qui peut être fouillé plus en détail, et nous on l'a pas vraiment fait, ça pourrait être fait. Après, pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'en France, il y a des signaux qui sont très marqués? C'est beaucoup moins net que dans beaucoup de régions du monde. On est un peu au carrefour de plein d'influences. C'est difficile, en fait, on a du mal à lier les indices climatiques à des influences type ENSO, Niña, ENAO. C'est un peu le cas pour la précipitation en hiver, par exemple, mais c'est vraiment mou, quoi. Ouais. Une question en ligne de Pierre? Ah, oui. Tout d'abord, ben, Guillaume, merci vraiment. J'ai trouvé, c'est vraiment. Vous m'entendez bien, Louis-Philippe? Vous m'entendez? Je pense qu'on t'entend d'avant, mais pas à l'arrière. Alors, tu peux poser ta question, je vais la répéter. OK. Donc, vous m'entendez à l'avant, mais pas à l'arrière, c'est ça? Je parle Ouais, plus ben, est-ce que fort? vous entendez Pierre à l'arrière? Non, je Non, sais pas, le son. le son sort pas de... Ouais, on dirait que le son sort de l'ordinateur plutôt que sortir de. OK. Je vais poser ma question rapidement de bord. Donc, en gros, Guillaume, quand vous regardez l'incertitude qui est associée à la modélisation hydrologique, euh, dans les critères, en tout cas dans les différents critères de qualité ou de variabilité que vous calculez, est-ce que vous avez vous êtes capable de faire une corrélation entre disons, la qualité des modèles hydrologiques dans leur capacité à bien simuler, à bien représenter les processus physiques euh, lors pendant 100 ans, en réalité, hein, tu sais, et versus la variabilité que vous voyez. Est-ce que tu comprends ma question? Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Je la répète. Elle me demande en fait, est-ce qu'on arrive à faire, arrive à faire le lien entre la qualité des modèles hydrologiques dans ce qu'ils ont la capacité de simuler et le fait de voir une plus grande variabilité? Et en fait, c'est une vraie question. Il se trouve que, par exemple, c'est une question un peu épineuse en fait, parce que en fait, les modèles hydrologiques, ils sont vraiment de différentes natures. Donc c'est un débat qu'on a eu beaucoup dans Explore 2. D'un côté, on a des modèles hydrologiques qui sont calibrés, donc qui sont sur la période de référence. Forcément, ils collent à ce qu'ils ont ajusté. Donc ils ont forcément des meilleures performances si on prend des critères d'évaluation classiques sur le climat passé. Par contre, ils sont beaucoup plus contraints et ils représentent beaucoup moins de choses que des modèles à base physique, comme Orchidée, par exemple, qui représentent quand même beaucoup plus de choses et qui fait aussi en sorte que les réponses elles sont beaucoup plus contrastées dans le futur. Donc, par exemple, Orchidée, à contrario de tous les autres modèles, lui, il représente l'effet de l'évolution de la végétation dans une atmosphère enrichie en CO2. Donc c'est quelque chose qu'on a pas mal discuté dans le rapport et puis un peu dans le papier. Euh, c'est le débat, c'est la question de savoir si on considérait uniquement les performances passées pour caractériser la variabilité future, on pourrait aboutir à sélectionner par exemple donc,
par exemple, que les modèles calibrés, très contraints, finalement assez consanguins. On aura des réponses futures assez peu contrastées et finalement qui ne présentent pas la méconnaissance qu'on a sur l'évolution du futur. Et de l'autre côté, ben voilà, si on fait comme on a fait dans Explore 2, ben on considère une grande variabilité des futurs possibles qui inclut aussi des processus très différents selon les différents modèles hydrologiques, mais possiblement aussi qui est issu de biais dans le modèle, parce que voilà, les modèles, des modèles à base physique, ils se calibrent pas comme des modèles plus conceptuels. Donc c'est un peu un débat de fond sur quel type de modélisation on veut considérer pour représenter les futurs possibles. Et bon, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté, mais qui est une question je pense, une question chaude. Merci. Bon, on est overtime, donc je pense qu'on peut laisser ici. Donc, merci encore, Guillaume, pour ta présentation. C'est très apprécié. Puis d'être Avec venu ici plaisir. pour 2 ans.